Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Entrons en résilience sur Radio Clévy, la radio du développement personnel. Vous commencez à le savoir à force que je répète ça. On y est vraiment dans les clés diverses et variées du développement personnel, dans le partage. J'allais dire encore une fois dans les dommages collatéraux, on va parler d'autisme aujourd'hui. Avec notre invité qu'on accueille tout de suite, Eric Lépine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? La question de base. Ça va très bien, mon ami. Bon, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. On est à Québec, on se tutoie. C'est merveilleux. On n'a pas de décalage horaire, même si on fait cette entrevue à distance. Je disais il y a quelques secondes, on va parler d'autisme. On va parler de ton fils, qui a 18 ans. Mais pas juste de ça. Puis tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en plus du diagnostic d'autiste Asperger, je vais essayer de le prononcer comme il faut, de ton fils. Commençons par lui. Puis écoutez bien, parce que c'est assez rock'n'roll leur histoire à tous les deux. Parce que moi j'en sais encore un peu plus que vous, j'en sais pas beaucoup plus, mais vous allez voir, là, attachez vos ceintures, c'est quand même pas triste. Ton fils, donc, il a 18 ans, il a été diagnostiqué à quel âge en fait? Il a été diagnostiqué en 2003 à l'âge de 5 ans. Ok. C'est arrivé comment ça? C'est arrivé à partir du moment qu'on a envoyé Alexis dans un service de garde. Il y avait un service de garde à côté de chez moi, qui était une ferme familiale. Puis la dame était une enseignante à la retraite. Puis elle prenait des enfants. On a envoyé Alexis une demi-journée quelques fois par semaine. Puis cette dame-là avait cité à mon ex-conjointe, la mère d'Alexis, qu'il semblait avoir des problématiques pour Alexis de socialisation puis d'intégration. Puis ma conjointe m'avait fait part de ça. Puis moi, j'étais allé discuter avec la dame, puis ce qu'elle m'avait présenté comme inquiétude, ben moi, je trouvais ça drôle parce que c'était mon quotidien à moi. Donc, je lui avais dit, écoutez, Madame Saint-Pierre, je vois pas de problème dans ça. Regardez-moi, ce que vous dites là, c'est ce que je fais chaque jour. Puis, je pense pas que je suis anormal pour ça. Donc, pour moi, c'était pas adéquat ou opportun de donner suite à cette démarche-là. Puis, de fil en aiguille, ben, avec des discussions, puis l'insistance de la mère, parce que le diagnostic appartient à la mère d'Alexis. Parce que moi, comme je vous dis, je ne le voyais pas du tout. À force de discuter, on a décidé ensemble d'aller voir le médecin de famille, d'en discuter ensemble. On a été référé en pédopsychiatrie et Alexis a reçu son diagnostic TDAH, syndrome Gilles de la Tourette et le syndrome d'Asperger. Ok, les deux cumulés. Les trois, le TDAH, le TDAH. De l'attention avec hyperactivité. Le syndrome Gilles de la Tourette, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est des gestes répétitifs ou des sons, des bruits qui vont sortir en moment de stress intense. Donc, Alexis, quand il était petit, frappait beaucoup du pied. On aurait dit un joueur de batterie dans un groupe rock. Là. Ouais. Puis aussi, il y avait des toussotements ou des sons, des fois, qu'il entendait, des choses qu'il trouvait drôles, qu'il répétait. Il n'arrêtait pas de le répéter. Ok. Ça, c'est Gilles de la Tourette, c'est ça? Oui, ça, c'est Gilles de la Tourette. Pour le syndrome d'Asperger, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un problème de socialisation et de décodage. Ce que j'entends par décodage, c'est que j'explique ça dans mes conférences aux gens, c'est que c'est comme s'il y avait deux planètes. Les neurotypiques, entre parenthèses. Neurotypique, qu'est-ce que c'est? C'est la masse de gens qui seraient normaux. Puis je n'utilise pas le mot normaux parce que je ne veux pas dire que les Asperger sont anormales, ils sont différents. Donc, les neurotypiques ont leur monde, leur communication, leur manière d'interagir, qui sont normales pour eux, puis qui apprennent normalement dans leur enfance. Mais l'Asperger, c'est pas ça.
il ne décode pas le langage non verbal, il ne décode pas les émotions, il y a de l'empathie, manque d'empathie, etc. Il y a un paquet de caractéristiques qui rentrent dans ça. Là, Asperger, on est dans le domaine de l'autisme, c'est ça? Oui, c'est de l'autisme de haut niveau. Parce qu'on peut dire que l'autisme comporte 30% des cas d'autisme vont être des cas avec déficience intellectuelle. Parce que souvent, les gens croient qu'un autisme, c'est quelqu'un qui est complètement pas là. Tu sais, qui va être dans sa bulle et tout ça. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est vrai dans 30% des cas. Dans 70% des cas, dont le syndrome d'Asperger fait partie, ben, ça va être des problématiques qui sont pas visuelles. Que mon fils, exemple, les gens le voient, puis ils le rencontrent, puis mon Dieu, je penserais jamais que c'est un autiste, oui, mais c'est parce que, tu sais, il y a un paquet de choses qu'on peut expliquer dans ça. Mais par contre, si je comprends bien, dans ces 70% de cas, il va y avoir des manifestations en cas de stress élevé, où il va y avoir quelque chose qui a permis notamment le diagnostic au niveau de l'Asperger, c'est ça? Oui, oui, c'est sûr qu'il y a un paquet de choses qui étaient comme l'isolement, parce que l'enfant va avoir des intérêts très restreints. Donc, en milieu de garde, comme j'expliquais tantôt, Alexis s'en venait, puis il regardait, la dame proposait un jeu pour les enfants, puis lui, en étant extrêmement futé, puis extrêmement vif d'esprit, ben, en quelques minutes, il était capable de décoder qu'est-ce que c'était que le jeu, puis comment ça allait finir. Donc, son intérêt partait, puis lui, il se retirait ailleurs constamment. Fait que l'intérêt restreint, c'en est un. Ensuite, on peut parler d'hypersensibilisation. Hypersensibilisation au son, puis au toucher. Alexis, il y a ces deux types-là. Moi, je n'ai pas le côté touché, mais excusez, j'ai plutôt le côté touché, mais le côté son ne me dérange pas. Mais ben là, bon, l'animateur radio que je suis est un peu gêné parce que tu es en train de pas de vendre le truc, mais tout à l'heure, j'ai bien retenu tes paroles. Tu nous as dit, Eric, moi je voyais pas ça comme un problème, quelque chose qui touchait notre enfant, en parlant de sa maman, ton ex-conjointe et de toi là. Mais en fait, il y a quelque chose en arrière de tout ça. C'est que ça s'est pas arrêté là, votre histoire, au simple, si on peut dire simple, diagnostic posé sur Alexis. C'est qu'à la suite de ça, parce que là, tu sais, il y a plusieurs trucs là, très intelligent, hypersensible, des signes extérieurs qui n'existent pas sur 70%, si je retiens bien, des autistes, à peu près, c'est ça? Oui, si on veut. Mais il n'y avait pas que ton fils dans l'histoire. Non, exactement. Exactement. Puis ça, j'en ai pris conscience peut-être une année suivant le diagnostic. Pas tout à fait une année, mettons quelques mois. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai eu la garde d'Alexis sur recommandation du médecin, mais je vais mettre un peu en scène, c'est que moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'était le syndrome d'Asperger. Parce que si on recule d'une quinzaine d'années, c'était très méconnu. J'ai fait des recherches sur le web, puis il y avait une page qui était bien faite, puis on énumérait une quinzaine de points caractéristiques de l'Asperger. Puis c'était inscrit en haut que une personne qui aurait 7 à 8 points caractéristiques dans ses traits de personne, ben, serait sujet à être Asperger. Donc, je me mets à lire ça en pensant découvrir mon fils. Puis, ce qui m'a sauté au visage, c'est que probablement 12 des énoncés étaient complètement moi-même. C'était exactement moi. Puis, la dernière était encore plus salée, si on veut. C'était inscrit « Souvent, les parents d'enfants Asperger découvrent qu'ils le sont eux-mêmes lorsque leurs enfants sont diagnostiqués. » Là, j'ai fait « Ouais. » J'ai commencé à avoir des questionnements à ce propos-là. Puis suite à ça, ben, après la séparation avec la mère d'Alexis, on avait la garde partagée ensemble. Puis
l'enfant avait de la misère à s'adapter. Il y avait beaucoup de désorganisation à l'école, puis à la maison, puis tout ça. C'était difficile pour lui. Il était stable, il était moins stable, tout ça. Puis j'en avais fait part au pédopsychiatre. Puis celui-ci, ce jour-là, m'a regardé puis m'a dit, écoute, Eric, tu dois prendre soin de cet enfant-là parce que la première fois que tu as rentré dans mon bureau avec sa mère et ton fils, la première interaction que j'ai eue avec toi, j'ai suspecté l'Asperger chez toi. Donc là, j'ai dit, OK, je viens de le lire, fait quelques jours sur une feuille, puis là, le spécialiste me le dit. Mhm. C'était le début un peu de tout ça. Donc là, non seulement il avait suspecté, mais il a posé un diagnostic envers toi également d'Asperger? Non, parce que un pédopsychiatre, c'est un psychiatre pour enfants. Pour enfants, ouais. Donc, Alexis avait le droit à ces services-là jusqu'à 18 ans. Ouais. Puis moi, j'étais plus âgé que ça, donc j'avais pas le droit au service de ce médecin-là. Puis je lui ai posé la question, écoutez, docteur Leclerc, moi, en tant que personne, ça me trouble, puis j'ai besoin de consulter ou de discuter de ça avec quelqu'un. Qui est-ce que je peux aller voir? Puis il me regardait en face, puis il me dit, écoute, malheureusement, Eric, les services commencent à se donner adéquatement aux enfants et il n'y en a pas pour les adultes. Okay. Donc, je suis resté comme ça. Puis c'est moi qui ai développé ça. Puis dernièrement, j'aurais pu avoir l'opportunité d'aller chercher un diagnostic, mais ça demande beaucoup de dollars. Puis je voyais pas la nécessité de ça parce que je sais très bien ce que je vis. Puis apprendre à travailler avec Alexis, puis à aller plus loin ensemble, ça m'a aidé à performer en tant qu'être humain aussi. Et j'aime ça, moi, entendre des trucs pareils. Ça, c'était très important pour moi, au-delà d'un papier avec un diagnostic, parce que ce papier-là, il sert à quoi? Il sert pour les enfants qui ont besoin de services scolaires, qui ont besoin des services. Moi, j'ai pas besoin de ça, tu comprends? Par contre, il y a une question moi, qui me brûle les lèvres, c'est que Alexis a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans, c'est ça? Tu m'arrêtes si je me trompe. Toi, on va parler de diagnostic aussi, 1 an après. Tu avais quel âge à ce moment-là, ça veut dire? Je veux dire ça, Alexis, j'avais 28 ans quand il est venu au monde, ça veut dire que j'avais 33, 34 ans environ. Ouais. Par contre, tu as plus de 5 années de recul, ou 3 années, ou 4 années, j'en sais rien, là, avec l'Asperger. Donc, toutes ces années où tu n'as pas eu ce diagnostic-là, où tu t'es douté de rien, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est que ça remonte. Les plus loin souvenirs que j'ai de ça, c'était en 5e année d'école primaire. Donc, on parle peut-être que j'avais 10 ans. Il y avait eu un échange. Moi, je le savais intérieurement que j'étais différent des autres parce que je voyais beaucoup de détails que les gens ne remarquaient pas. Puis j'avais une manière de codifier ou d'analyser des situations que les autres n'avaient pas du tout. Fait que ça me portait des fois à avoir des drôles de discussions, puis j'avais de la misère à connecter avec les gens. Mais la première fois que ma différence m'a été portée en face, c'est en 5e année. Il y avait eu un échange scolaire. Dans ce temps-là, je restais sur la Côte-Nord, à Sept-Îles. Puis, on faisait un échange scolaire avec une école de Havre-Saint-Pierre qui était environ à 1h30 de chez moi. Puis, les professeurs devaient jumeler des enfants ensemble parce qu'on allait passer 2-3 jours là-bas, puis après ça, eux venaient chez nous. Puis c'est bien sûr qu'eux autres, ils ne voulaient pas jumeler des enfants hyperactifs ensemble, parce que là, ça aurait été... la folie aurait pris. Donc, il fallait qu'ils jumellent des enfants différents pour que ça se passe bien. Puis moi, le professeur avait fait part qu'elle catégorisait chaque enfant pour faire la sélection, puis le jumelage. Puis ça m'avait intrigué. Puis j'avais réussi, je ne sais pas comment, j'avais réussi à mettre la main sur la liste des élèves avec le titre qu'il avait mis à côté de nos noms. Puis moi, à côté de mon nom, c'était marqué « Trouble de personnalité ». Ah ouais? Ouais, c'est ce qui était inscrit. Puis ça, j'ai jamais oublié ça, parce que ça a été le départ. La première chose que j'ai pu visualiser où quelqu'un me disait que j'étais différent,
Donc, tu sais, ça l'explique que déjà, à l'âge de 10 ans, il y a des gens qui percevaient que j'étais différent puis que je cherchais ma place dans tout ça. Ouais. Sauf que quand on parle d'hyperactivité, on parle pas forcément d'autisme. Non, 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 non. La génération de nos enfants, là, ils sont pas mal hyperactifs, là, tous. Ouais. Puis là, c'est un professeur qui dit ça. Je vais juste rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent en Europe que quand tu parlais, tu étais en 5e année. La 5e année, c'est 10 ans à peu près. Parce que Oui. c'est pas le même compte d'années en Europe et ici. Mais ici au Québec, quand on est en 5e année, chers amis de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça, on a à peu près 10 ans. Mais encore une fois, c'est une petite note que tu voles presque du regard auprès d'un professeur qui mixe les groupes d'enfants. Oui. Mais de 10 ans à 28 ans ou 30 ans, là, je sais plus, euh, cette hypersensibilité, cette hyperactivité, puisque c'est un mélange des deux, au quotidien, dans sa vie d'homme, même de papa, en admettant là, ton fils est pas autiste, mais tu l'es quand même. Comment on gère la vie de tous les jours en arrière de tout ça, et le sujet de l'émission, pour moi, c'est le regard des autres. Ça veut dire Ouais. quoi être différent? C'est quoi la différence, sans jeu de mots, entre être différent mais ne pas le savoir, donc pas comprendre, pas être accepté encore moins, etc., et être différent, reconnu avec un... Voilà, vous êtes autiste, vous êtes ci, vous êtes là. Ouais. Toi, tu l'as pas su. J'allais dire, quelque part, votre fils a cette chance-là d'avoir été diagnostiqué relativement jeune. C'est pour ça que je voulais pas qu'on pense qu'aujourd'hui on allait faire une émission sur Alexis qui a 18 ans, qui est autiste Asperger. Moi, je m'intéresse beaucoup aux dommages collatéraux, à l'entourage. On va dire qu'il y a Alexis qui est au centre de ta vie, mais t'es chanceux, on fait une émission sur toi. Donc ça a été quoi ces années-là d'adolescent, de jeune adulte? Ben, l'adolescence, ça a été très dur, surtout quand je te parlais du problème de socialisation, entrer en contact avec les autres. Imagine le cas quand, à l'adolescence, les relations garçons et filles commencent à entrer en scène, que tu vas avoir un petit copain, une petite copine. Mais pour moi, c'était le néant total. Je n'étais pas capable de décoder les signaux que les jeunes filles me lançaient. Puis j'étais très maladroit là-dedans. Puis j'ai avancé quand même. J'ai pas eu de copine avant presque 18 ans. 17-18 ans. Ça fait que ça a été dur de ce côté-là. Puis par la suite, j'ai continué. J'ai fait mon entrée sur le marché du travail. J'ai réussi à faire un peu quelques affaires. Mais tu sais, quand on parle de différence, c'est automatiquement, c'est le rejet. Puis le rejet, qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'isolement. Puis l'isolement, elle, quand tu rentres dans ce cycle-là, ben là, souvent, c'est les idées noires qui embarquent. Puis chez l'homme, c'est plus commun que chez la femme. Ben moi, dans mon cas, il y a eu beaucoup d'idées suicidaires qui ont apparu. Puis j'ai dû combattre ça jusqu'à en faire une dépression majeure à l'âge de 25 ans. À 25 ans, ouais. Puis je te remercie encore une fois de témoigner de cette manière-là en tant qu'homme, parce que oui, tu as raison, les statistiques le prouvent que ça touche beaucoup d'hommes, mais il y en a très peu qui en parlent. Ouais, je sais. Je dis pas que toutes les femmes se livrent de manière beaucoup plus naturelle sur des problèmes de dépression, tout ça, mais c'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir des fragilités derrière nos forces, ou que ça se dit encore pas. Pourtant, on est en 2017. Puis tu parlais d'isolement aussi. Oui. Parce que c'est pas la solitude, je pense, qui donne des idées noires, sombres. On a tous besoin à un moment donné d'être seul, mais s'isoler, c'est autre chose. Donc, toi, l'isolement est venu, si on comprend bien, du fait que tu ne décodais pas, tu ne te sentais pas en société, en fait, ou tu comprenais pas la société. Exactement. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'avec les mois, avec les années, ben, mon cercle d'amis s'est rapetissé, puis mes fréquentations aussi. Puis je me suis complètement isolé dans une garçonnière à l'époque, qui était un petit appartement d'une pièce
une pièce et demie. Puis je sortais seulement la nuit. Je sortais même plus le jour. J'étais plus capable de tolérer qu'est-ce qui se passait le jour. Fait que je sortais juste de nuit, puis ça a duré un certain temps. Puis à un moment donné, il est arrivé une tentative de suicide, puis j'ai appelé à l'aide. Puis je me suis ramassé à l'hôpital. J'ai été 3 mois et demi à l'hôpital. Là. Ah ouais, ok. Ouais. Ça m'a aidé à quelque part à comprendre certaines choses, puis j'ai pu continuer, puis apprivoiser des nouvelles choses. Parce que j'ai toujours été, dans le fond de moi, un leader, puis un bâtisseur, puis un constructeur, malgré que j'étais complètement différent. Exemple, quand j'étais à l'école en mathématiques, on enseignait une stratégie, une méthode pour arriver à une solution X. Puis moi, j'avais toujours une autre méthode pour arriver à cette même solution-là. Puis on me fait couler mes maths tout le temps parce qu'on n'acceptait pas que j'aie une méthode différente. Alors que le résultat était bon. C'est ça? C'est ça que tu es en train de nous dire. Le résultat, lui, était bon. Oui, exactement. Mes résultats étaient toujours bons. C'était assez spécial. Ouais. On entend souvent, d'ailleurs, dans les schémas classiques, là, que les autistes, en général, sont des personnes très intelligentes, hypersensibles. Tu sais, un peu les clichés qu'on voit à la télé, mais en arrière de ça, il y a quelque chose de vrai. Puis par contre, on dirait qu'on arrive à le définir quand on parle d'enfants de base, mais hyper doués, puis qui suivent pas bien à l'école, parce que ils s'emmerdent, on va dire les choses telles qu'ils sont, qu'il faut les pousser pour qu'ils performent. Toi, on a bien compris que ça a été au-delà du système scolaire. Ça a touché, ça a impacté ton milieu professionnel aussi. On arrive aux clés, puisque c'est le principe de l'émission, puis on arrive très rapidement à la fin de l'émission. Mais moi, personnellement, je t'écouterai pendant des heures. Ça a été un apport, le fait depuis que vous vivez ça ensemble, ton fils et toi, le fait que le pédopsychiatre dise, si j'ai bien compris, à la limite, rien de mieux qu'un autiste pour s'occuper et accompagner quelqu'un d'autre qui a de l'autisme aussi. Exactement. Parce que, sincèrement, je regardais mon fils, puis les premières fois que j'ai été interpellé pour aller dans des rencontres scolaires, puis j'étais assis avec le directeur, les travailleurs sociaux, le psychologue, le service de garde, puis il était assis là, puis il expliquait les problématiques d'Alexis, puis qu'est-ce qui se passait dans ses journées. Moi, je sortais de là, j'étais complètement chaviré parce qu'on venait de raconter mon enfance. Ouais. C'était à ce point-là. Puis même au secondaire, il est arrivé une fois à un secondaire 5, la dernière année, il y a eu une crise, puis ça faisait quelques années qu'on n'en avait pas. Puis je me suis présenté là, puis je savais exactement qu'est-ce qui se passait dans la tête de mon fils puis dans son corps. Fait que j'en ai parlé avec lui, puis en quelques secondes, on a connecté ensemble. Puis j'ai identifié la problématique, puis j'ai pu l'aider. Mais je me rends compte souvent que les gens qui donnent les services qui aident pour les Asperger ont appris des choses théoriques, mais ne le vivent pas. Donc, ça n'a pas le même impact. Fait que c'était la même chose dans l'éducation de mon fils. Ouais, ok. Donc, on comprend que ça a été un plus. Pardonne-moi de ma franchise, mais le réflexe du commun des mortels, malheureusement, encore une fois, irait plus en sens inverse, de dire, non, il faut quelqu'un qui souffre pas de cette saloperie, là, excuse-moi du terme, là, pour s'en occuper. Ouais. Sauf que c'est les gens pourraient penser ça dans un système de maladie classique, tu sais, que quelqu'un a une blessure. Mais là, on parle de problématiques psychologiques, puis de sensations, puis tout ça. C'est sûr que c'est complètement différent. Mais moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je le dis ouvertement en public, puis sur le web, puis dans mes conférences. Le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie, c'est mon fils, parce qu'il m'a dit à travers lui qui je suis. Ah ouais. C'est comme une éducation, une transmission, hein, de patrimoine familial
dans les deux sens. C'est ça? En plus, l'Asperger est hautement héréditaire. On Ouais. m'expliquait que des fois, ça peut sauter 3 ou 4 générations, mais ça peut suivre de 3 générations une après l'autre. Okay. Puis dans notre cas, moi, je suis touché par ça. Alexis est diagnostiqué, mais mon père, qui a 69 ans présentement, s'il irait voir un spécialiste, il serait diagnostiqué assez rapidement, je pense. Ouais. Bon, enfin, avant d'étendre à tout l'arbre généalogique de chez Lépine, on a compris, avec ton message qui est vraiment très fort, que tu as appris sur toi à travers ton fils, en fait. Exactement. Exactement. Puis là, la transition pour la fin, elle est tellement évidente, mais est-ce que c'est de là que t'es venu ton goût de mettre en lumière les différences, justement? Oui, exactement, parce qu'à un moment donné, je me rends compte qu'Alexis, bientôt, j'en parle avec lui, j'ai dit, tu sais, Alexis, je ne serai pas toujours derrière toi. Bientôt, tu vas voler tes propres ailes, puis on va t'aider à performer comme il faut. Mais je vois tout le travail que j'ai fait, puis souvent le travail que j'ai fait seul parce que les services étaient là, mais souvent ils ne sont pas adéquats ou ils ne sont pas présents au bon moment. Donc, mon intuition d'homme puis de père a fait la différence plusieurs fois. Puis je regarde mon fils aujourd'hui, je suis extrêmement fier de lui. Alexis a son secondaire 5 réussi, il étudie au cégep à temps partiel, il vient de commencer à travailler dans une chaîne de Tim Hortons. Les résultats sont là, puis moi je suis quelqu'un que j'ai beaucoup de reconnaissance envers la vie et envers les gens, donc j'avais ce besoin-là de redonner. Puis en le faisant, je me rends compte qu'il y a des gens qui me témoignent à quel point ils sont seuls dans ces situations-là, seuls avec un conjoint Asperger, un enfant Asperger. Puis ça me chavire de penser que 13, 14 ans plus tard que moi j'ai vécu ça, que c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, puis le message est même va au-delà de l'Asperger, parce qu'on parle clairement de différence. Oui, exactement. Un enfant qui est très grand peut vivre une différence, un enfant tout petit peut vivre une différence, se sentir différent. Ouais. Mais on est les critères de base de notre société, chacun en pensera ce qu'il veut, mais il y en a beaucoup, puis il faut rentrer dans des cases. Oui, puis exactement. Puis ce qui est le fun dans ce que je fais, c'est que ça va au-delà de l'Asperger parce que j'ai beaucoup de gens trisomiques, qui est une autre forme d'autisme, qui m'interpellent. J'ai des gens de différences sexuelles, des différences physiques, toutes sortes de choses. Les gens m'interpellent parce que mes clés de succès que j'ai pris, qui sont la détermination, l'intuition, la constance, ben, je suis capable de donner des trucs puis d'enseigner ça à des gens qui ont d'autres différences pour les aider à performer au-delà de l'autisme. Je suis convaincu qu'on va te recevoir sur Radio Clé de Vie dans un autre des formats que j'ai la chance d'animer en plus, mais tu peux y aller avec un autre animateur, hein. Je dis ça à tout le monde au passage, tu n'es pas obligé d'avoir toujours ma face. Mais si on reste pour aujourd'hui, puisqu'il nous reste que quelques minutes, à Éric Lépine, l'être humain là, qui a appris à connaître son passé dans le futur, si je peux m'exprimer ainsi, au travers de son fils. Ces différences-là, est-ce que tu les cultives maintenant et tu mets un baume cicatrisant sur les plaies en allant porter ce message-là? Est-ce que tu le fais pour ton fils? Est-ce que tu le fais pour toi? C'est quoi ta dynamique là, en ce moment? C'est sûr que ça m'apporte une satisfaction parce que moi, ça me tient à cœur depuis plusieurs années d'être un meilleur être humain chaque jour. Donc, en faisant ça, c'est sûr qu'il apparaît un paquet de belles choses dans ma vie. Plus je donne aux gens, plus ça revient. Puis en même temps, j'apporte l'exemple à mon enfant, puis aussi à ma fille. J'ai une fille de 15 ans qui est aucunement autiste, mais je leur démontre qu'avec le cœur, puis avec la volonté, puis la détermination, on peut faire ce qu'on veut. Puis c'est le plus beau cadeau que je leur fais. Parce que souvent, mon fils, il est abasourdi de voir qu'est-ce que je peux abattre comme besogne, puis qu'est-ce que je peux provoquer dans notre vie. Là. Ben oui, oui, puis en plus, ça le met en lumière, on va dire, de la bonne manière. Oui, exactement. C'est peut-être un moyen pour lui de se sentir moins différent, de te voir afficher ça et porter ce message avec les valeurs qui sont les tiennes. Eric, on arrive quasiment à la fin de
à la fin de l'émission, là, si tu avais un message à donner maintenant à tous ceux qui nous écoutent et qui vivent une différence, peu importe le niveau ou l'importance, tu leur dirais quoi? Je leur dirais probablement ce que je dis à chaque fois que je fais une allocution, je termine avec ça, que ce soit en live ou en conférence ou quoi que ce soit. Je dis toujours aux gens, je suis simplement différent, vous êtes simplement différent. Ouais. Parce que chaque personne a une différence. Des fois, les gens sont malades, puis ça paraît, il y en a que ça paraît pas, mais on a tous des différences. Puis quand les gens prennent conscience de ça, bien, on se prend la main ensemble, on est capable de performer vers un monde meilleur. Ouais, puis j'ajouterais qu'il n'y a rien de plus beau qu'un consensus dans notre vie. Mais pour arriver à un consensus, il faut être différent. Exactement. Si on pense tous la même chose, puis qu'on est tous pareils, ça fonctionne pas. On va s'emmerder pas mal. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Eric, merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. J'ai 1 milliard de questions qui me viennent. Je suis sûr que vous, derrière votre petit écran, vous en avez aussi. On perd par moment l'image, mais ça revient vite. Ne vous gênez pas, des deux côtés de l'Atlantique, vous nous écoutez de Los Angeles, de Thaïlande, et d'Europe et au Canada également. N'hésitez pas à aller commenter sur l'émission, sur la page Facebook de Radio Clé de Vie. Je suis sûr que j'aurai pas le temps de répondre avant Eric. C'est parfait. Je vais être en vacances, puis bien honnêtement, je suis comme vous, j'aurai encore plein de questions à lui poser, donc je suis pas certain d'avoir les réponses à sa place. Merci beaucoup, on te fait un vrai coucou au travers des ondes, à ton fils aussi. Puis prenez soin de vous, continuez à être simplement différent, moi j'aime ça. Salut, au revoir tout le monde.